Cameroun touche à l'océan au fond du golfe de Guinée. Le pays Bamileke est un haut plateau couvert de savane qui se situe au nord de Douala, sur la frontière Cameroun-Britannique. Au centre de ce plateau se trouve l'hôpital de Bangwa. Douala, le grand port du Cameroun, cité commerçante et prospère, capitale économique du pays, avec ses maisons blanches et ses buildings entourés de verdure et de palmiers. Au loin, nous apercevons le pont du Bouri. Ce pont, récemment construit, d'une portée de près de 2 km, traverse l'estuaire du fleuve. C'est par cette route que nous partons vers le pays Bamileke. À 150 km de Douala, nous apercevons au-dessus des hautes herbes de la savane inclinées par le vent, des montagnes bleutées qui sont les rebords du plateau Bamileke. Kilomètres après, le Nkam, fleuve qui limite à plein bord ses eaux torrentielles et troubles dans un décor qui ne manque pas de grandeur. Après une vingtaine de kilomètres, la route traverse la ville de Bafang, chef-lieu de subdivision, véritable porte du pays. Petite ville en plein développement, elle s'est créée comme tous les autres centres de la région après l'implantation des services administratifs. Les boutiques, les unes après les autres, se sont installées le long de la route. Au passage, nous jetons un coup d'œil à quelques boutiques. Voici le marchand de tissus. Ici, la mode nouvelle du coiffeur. Là, le tailleur-brodeur. Et toute la foule d'acheteurs, femmes au visage intelligent et accueillant, fonctionnaires ou commerçants. Citons Bafang. Nous allons maintenant essayer d'apercevoir la vie plus primitive de la brousse, celle qui se déroule plus tranquille et plus secrète derrière ses palissades et ses barrières. Pays de plateau d'une altitude moyenne de 1300 mètres, pays aux vastes horizons, avec ses chefferies blotties au creux de verdure, cette région ne manque pas de beauté. Elle ne manque pas non plus de population. 450 000 habitants vivant sur ces plateaux donnent une moyenne de 60 au kilomètre carré. Population agricole et commerçante en pleine expansion. Voici l'habitat typique du pays. Ces maisons sont des cases quadrangulaires bâties en pisé avec de grands toits coniques de chaume. Autour, les plantations vivrières soigneusement clôturées par des barrières. L'aspect du pays varie avec les saisons. La saison sèche de novembre à mars jaunit la savane et, sous le ciel pâle des collines, ont de douces teintes dorées. Vers la fin de janvier, les feux de brousse s'allument et leurs flammes claires dévorent les herbes desséchées et ravagent les pentes des collines. Il ne reste bientôt que des étendues noircies et fumantes où apparaissent les cailloux et les termitières. Mais sur les pentes noircies, la pluie de mars va à nouveau faire surgir les jeunes pousses vertes. Le paysage redevient verdoyant. C'est la saison des cultures et des semailles. Il faut préparer le sol. Les travaux de culture sont confiés aux femmes. Nous voyons une jeune fille retourner la terre d'Aou. Une sorte de voile cache en partie son visage et des traces de couleur rouge, en partie effacées, sont visibles sur ses membres. C'est une jeune fille qui est dans le temps de préparation au mariage. C'est la vieille coutume d'une Jacques. Du reste, toute la famille participe à ces activités agricoles.
bananier ne produit qu'une fois. Il est donc sacrifié et c'est un rejet parti du pied qui portera le fruit l'année suivante. Les enfants attendent le retour de leur mère. Chaque plantation est entourée de barrières. Chaque année au printemps, le marange répare ou fait de nouvelles barrières. La barrière est non seulement une limite, elle est aussi un élément capital de la protection des cultures contre les animaux, principalement les chèvres. Les nervures de feuilles de palmier raffia sont attachées horizontalement sur les tiges verticales de la haie. Les lianes sont les écorces vertes de ces nervures que l'homme détache avec son coupe-coupe. Les hommes s'occupent aussi des constructions. Nous voici devant un villageois en train de terminer chaume. Chaume ramassé dans la savane par les femmes. Aujourd'hui, jour de marché. Dans chaque tribu, le grand marché a lieu sur une place située dans les environs immédiats de la chefferie. Ils débutent assez tôt le matin et battent leur plein vers 11 heures. Nous sommes ici au marché de Bangou. Le marché est un lieu important de la vie sociale et économique du pays. Les villageois apportent des produits variés et vivriers, arachides, patates, manioc, piments, fruits, poulets, chèvres, ou des produits de leur fabrication artisanale, poterie ou corde. Les market boys vendent la pacotille d'importation, tissus, chaussures, savons, lampes, ou les produits d'autres régions, riz, sel et huile de palme. Les petits cars de brousse fréquentent aussi les marchés, transportant voyageurs et marchandises. Après le marché, chacun revient chez soi. Nous voici à la chefferie de Bangoua. À la porte, un grand tambour sculpté couché devant une case de la Grand Place. Nous pénétrons vers l'intérieur de la chefferie jusqu'à la résidence du chef. Cases petits les unes contre les autres, bâties selon le mode coutumier. Nous arrivons auprès du chef Nouno, assis dans sa cour. Il est le plus ancien et le plus âgé des chefs bamilékés. Ces chefs, dont l'autorité était considérable, voient leur importance diminuer progressivement sous la poussée de l'évolution actuelle. Aujourd'hui, le chef de Bangoua et sa résidence ne sont que l'ombre des splendeurs passées. Dans une arrière-cour sont conservées quelques œuvres sculptées, échantillons d'art bamilékés, statues, effigies ou fétiches et tabourets dont le réalisme et la facture ne manquent pas d'originalité et de caractère. Autrefois, c'est moi qui commandais, me dit Nono dans son langage imagé. Et voyez maintenant comment je cherche le bois avant de me chauffer. La chefferie est le siège du pouvoir coutumier politique et religieux. Elle est aussi le lieu de réunion des diverses sociétés coutumières et le lieu des réjouissances collectives, de danse en particulier. Nous assistons aux préparatifs des danseurs pour la danse du camp. La période du camp dure 9 semaines et tous les 8 jours à la chefferie a lieu la danse d'une société. Tous les sociétaires sont tenus de danser, sinon ils sont pénalisés par le chef, d'une amende, habituellement une chèvre. L'origine du camp est très ancienne et se rapporte aux choses les plus sacrées et les plus secrètes, dont la signification est perdue pour la plupart des villageois et les quelques initiés restants ne veulent pas en parler. Il est probable que ces danses sont des rites et des incantations rogatoires pour accroître la richesse des récoltes, la fécondité du pays et des familles. Elles ont toujours lieu vers le début de la saison des pluies chez les tribus dont la richesse principale est l'agriculture. Elles ont lieu aussi
quand les filles ont fini leur période d'initiation d'une jappe. Le chef, dans son costume d'apparat, est monté sur la place. Les cornes, les marques blanches sur la peau, les interdits qui marquent cette période confirment le caractère magique de ces danses. Le chef vient lui-même frapper le tambour revigoré par ces rythmes anciens qui lui rappellent le passé et toutes les vieilles choses qui déjà ne sont plus. Il danse lui aussi, courbé vers cette terre où est caché son Dieu. Ce sera la dernière danse du vieux chef. Depuis, Nono est mort. C'est lui qui avait donné la terre où maintenant se dresse l'hôpital de Bangua. Nous voici dans une autre chefferie sur le rebord nord du plateau, à Balaigne. La chefferie est bien conservée et à belle allure, avec ses grandes cours, ses hautes cases et ses poteaux sculptés éteints. C'est aussi la période du camp. Mais la danse ressemble peu à celle de Bangua. La magie y est encore plus évidente. Devenus agriculteurs depuis qu'ils ont été refoulés sur ce plateau par les envahisseurs du Nord, les populations bamilékées étaient primitivement des tribus de chasseurs de savane. Et le camp dansé à Balaigne, en pleine saison sèche, au moment où les feux de brousse rendent la chasse plus fructueuse et plus facile, paraît une cérémonie nettement en rapport avec les rites de la chasse. C'est dans des coins isolés de la brousse que les danseurs se préparent et paraissent s'identifier avec le gibier désiré. Course rapide et légère comme l'antilope, queue pendue à l'arrière-train et des marches pesantes, morceaux de viande dans la bouche et grognement bestial. Les danseurs, avant de danser, sortent de leur retraite, parcourent de longs trajets circulaires dans la brousse au pas de course, trajets qui se recoupent au sommet d'une colline spéciale, au sommet de laquelle musiciens, tam-tam et autres danseurs sont réunis, une feuille sur la tête, 2 bâtons aux mains. Le tam-tam est chauffé afin de tendre la peau. Le rythme du tam-tam commence. Mais dans ce pays encore profondément païen, la mission chrétienne travaille depuis une quarantaine d'années. Voici le pasteur partant pour sa tournée. 110 à 130 églises protestantes ou annexes sont dressées dans ce pays, installées sur les territoires de presque toutes les chefferies. Voici l'un de ces postes. Autour d'un lieu de culte sont groupés les bâtiments scolaires, la résidence du pasteur, du catéchiste et des moniteurs. C'est l'heure de la récréation. Les élèves sortent de classe, garçons et filles. Et le dimanche, les fidèles se rassemblent pour le culte aux abords de l'église. Les enfants, les mères. Nous sommes à Chang et c'est un jour de fête. Une consécration pastorale doit avoir lieu. Au premier rang, le pasteur Modidine, doyen du corps pastoral, le pasteur Joki, président de la commission synodale, et le pasteur Mikolachek, vice-président. Et derrière eux, tous les représentants du corps pastoral de l'église évangélique du Cameroun se sont rassemblés en cortège. À la sortie
sortie, pasteurs et paroissiens se retrouvent et échangent des salutations fraternelles. Nous voici à l'hôpital de Bangua. Une concession de 23 hectares parsemée d'une cinquantaine de bâtiments qui s'étagent sur la pente. En bas et à gauche, les maisons d'habitation des infirmiers et de leurs familles. Échelonnées sur la lisière supérieure et un peu cachées par le versant, les maisons des missionnaires. Au milieu, les pavillons de l'hôpital. Quelques vues de détail. Isolement des tuberculeux. Les pavillons de chirurgie et de médecine. Le foyer des infirmiers. Le quartier de la maternité et la pouponnière. C'est surtout depuis 1951 que l'hôpital s'est développé et de nombreux bâtiments ont pu être construits grâce aux subventions du plan FIDES. D'autres travaux sont encore prévus. Sur un terrain en bordure de l'hôpital, un camion prépare et aplanit le lieu où la nouvelle maternité de 150 lits doit s'élever. Actuellement, la formation comprend déjà 480 lits d'hospitalisation. En attendant l'arrivée des crédits, les équipes d'ouvriers de l'hôpital continuent les petits travaux d'entretien, caniveaux et escaliers. Les charpentes